Nous ouvrons à présent la masterclass de Laurence Equilbet. Nous sommes en public au studio 106 de la Maison de la Radio. Bienvenue dans votre masterclass sur France Culture, Laurence Equilbet. Merci. Vous êtes chef d'orchestre, directrice musicale de deux ensembles que vous avez créés, le chœur Accentus d'abord en 1991, un ensemble vocal, puis Insula Orchestra en 2012, un orchestre qui joue sur instruments d'époque. Vous êtes avec cet orchestre en résidence à la Scène Musicale, une nouvelle salle à l'ouest de Paris dont vous avez inauguré l'auditorium au printemps 2017 et dont vous êtes en charge d'une partie de la programmation, une programmation qui défend le grand répertoire tout en proposant quelques chemins de traverse, notamment avec une façon d'appréhender le concert classique un peu différente, en le faisant dialoguer avec d'autres arts pour emporter, séduire peut-être aussi les nouvelles générations. Alors vous, vos parents n'étaient pas musiciens, votre père était officier, votre mère était kiné, je crois, mais ils étaient mélomanes. De quelle façon, Laurence Equilbet, lorsque vous étiez enfant, la musique est-elle entrée dans votre vie ? D'abord, j'ai fait une partie de mon enfance en Allemagne, donc qui est un pays très ouvert à la musique, comme vous savez. Et puis, effectivement, mes parents écoutaient beaucoup de musique à la maison. Et puis, ils allaient aussi parfois dans une chorale, donc j'ai pu les suivre parfois. Et puis, finalement, c'est beaucoup quand j'étais en pensionnaire, où c'était un climat un petit peu sévère. Et mes parents m'ont inscrite au cours de piano, flûte traversière, j'ai fait de la guitare aussi. Et c'est vraiment là, donc c'était plutôt vers l'âge de 9-10 ans, où vraiment la musique a été une forme de jardin secret incroyable et de relations très très fortes. C'était aussi un échappatoire pour s'éloigner de la règle peut-être. Et voilà, et c'est vraiment véritablement là que j'ai découvert mon lien. La pratique musicale. Oui, voilà. Et vos souvenirs d'auditrice musicale, est-ce que vous avez des souvenirs dans votre petite enfance en Allemagne, dans la forêt noire, de concerts, de disques chez vous ? Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison ? Oui, beaucoup de Beethoven, justement. C'est peut-être pour ça que c'est aussi un de mes compositeurs de prédilection, en tout cas comme chef d'orchestre. Il y avait ces fameux disques Deutsche Grammophon où il fallait changer les faces, etc. Et avec puis, les très grands interprètes historiques. Voilà, Karajan et compagnie. Et puis, aussi à l'église, parce que mes parents sont croyants, on allait aussi à l'église, donc on entendait, moi j'ai en pension, en tout cas j'ai animé des messes par le passé avec mes guitares, c'était la grande époque de Joachim Simas, etc., des chants aussi plus patrimoniaux. Voilà, il y a le chant populaire aussi qui m'a beaucoup porté dans ces époques. Et puis la langue allemande aussi qui apporte cette musicalité. Voilà, c'est un environnement un peu... effectivement, cette forêt noire, finalement, bientôt, je vais faire le Freischütz, qui se passe dans la forêt, comme vous savez. Et donc, c'est un univers dans lequel je suis particulièrement à l'aise, je dois dire. Alors, votre pratique, elle a commencé donc vers 10 ans. Ouais. Avec le piano, vous étiez donc élève au collège de la Légion d'honneur à Saint-Germain-en-Laye, donc j'imagine que c'était une éducation très particulière, un peu stricte, comme vous le disiez. C'est vous qui avez choisi le piano comme instrument d'abord ? Pas vraiment. Ma mère était pianiste aussi, amateur, et donc je crois qu'on a eu un piano à la maison assez tôt, et puis donc j'en entendais, c'était un petit peu naturel dans les familles comme ça d'avoir un piano, et donc j'ai été inscrite en piano, et j'ai demandé aussi la flûte traversière. Et donc j'ai eu 2 profs super et j'en ai fait énormément. Et voilà. Pourquoi la flûte traversière ? Il y avait un très bon prof qui s'appelait François Julien Brun, qui était un grand flûtiste de la garde républicaine. Et c'était un très grand prof de toute l'école de René Leroy. Et donc, c'est toute cette très belle école de flûte française. Et donc, comme il était là, tout le monde disait il faut absolument aller chez ce prof, etc. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté les Légionneurs, après, je l'ai suivi à Paris. Et j'ai aussi eu Daniel de Florian en piano, qui était aussi une très grande dame, et que j'ai suivi aussi à Paris. Enfin, je les ai suivis pendant longtemps, pratiquement jusqu'à 25 ans, en fait. Et quand vous avez commencé le piano, donc vers 10 ans, c'est relativement tard pour... Oui. Avant, non, vous n'aviez pas demandé. J'ai pas vraiment réclamé, pas... non. Ça, je m'en veux un peu, personnellement. Mais voilà, c'est chacun son trajet. Mais c'est vrai que comme il n'y avait pas d'instrument à la maison, je me suis pas dit tiens, j'ai envie de faire du piano. Voilà, et donc c'est pas venu. Et quand vous avez commencé, est-ce que vous vous êtes vite rêvé interprète ? Est-ce que la musique a pris une place importante très rapidement dans votre quotidien ? Oui, c'est devenu très vite une passion. En fait, je me suis décidée à la sortie du bac
de faire de la musique. Je pense que je vais, comme vous venez de le souligner, commencer l'instrument trop tard pour pouvoir en faire une carrière d'interprète à haut niveau. Donc je suis La restée... flûte en même temps, mais ça peut-être que ça vous intéressait moins Ça que le m'intéressait piano. moins, ouais. Mhm. Ouais, voilà. J'adore la flûte dans l'orchestre, mais comme instrument soliste, enfin, ça m'intéresse moins. Voilà, et donc, et de toute façon, les matières d'érudition m'intéressaient beaucoup, comme l'analyse, l'harmonie, le contrepoint, l'histoire de la musique, enfin, toutes ces matières-là. Ça, vous avez commencé à quel âge? À 18 ans, à 18 ans. Ouais. D'accord. Enfin, en tout cas, l'harmonie et tout ça un petit peu avant, mais je me suis vraiment plongée dans ces matières-là d'érudition très, très, très vite. Et ça a été une passion. Vraiment, j'ai fait pratiquement 15 ans d'écriture. Donc ça, c'est des études très longues, mais qui sont, en tout cas, après, quand on s'aperçoit qu'on veut devenir chef d'orchestre, sont indispensables. Donc. Et vous avez commencé à étudier ces matières d'érudition dans le but de devenir, avec l'idée en tête de faire de la direction d'orchestre ou par pur intérêt? Ça devait être en moi, parce que de toute façon, déjà enfant, moi j'étais très, très turbulente, très franc-tireuse. Et j'ai été chef de classe, j'aimais bien faire de la politique. Enfin voilà, j'ai toujours aimé être dans le débat et dans la Et motiver les troupes aussi? Ouais, peut-être, et dans la décision. J'aimais tellement aimé le rang. Alors il y a des désavantages. Hein. J'ai pris beaucoup de privations de sortie, etc. Donc bon, j'étais assez agitée. Mais du coup, je pense que c'est une nature, effectivement, peut-être. Et quand j'ai fait de l'écriture, c'était sur un conseil donc, de ma prof de piano. C'était un excellent conseil. Et c'est vrai que c'est peut-être là, en faisant ça, que je me suis aperçue que finalement, qu'au-delà de la personnalité, pour pouvoir driver les choses, les conduire, c'est aussi quand on devient chef, peut-être aussi parce qu'on est passionné par étudier une œuvre, mais étudier aussi son contexte, son sous-texte, ses enjeux, toute avoir la une vision un technicité. peu Voilà. globale. Alors, et il y a des gens qui sont plus par exemple, des soufflants ou des gens qui aiment l'artisanat et qui adorent aussi être vissés 8 heures par jour sur leur chaise avec leur instrument. Vous voyez, c'est différent. Voilà, parce que les instrumentistes aussi travaillent le contexte d'une œuvre. Hein, il n'y a pas que les chefs. Mais c'est vrai que quand on aime encore plus être dans les traités d'orchestration, dans les traités d'exécution, par exemple, quand on travaille avec des instruments d'époque, on est tout le temps dans les traités d'exécution, comment à l'époque, il y en a énormément des traités. Donc il faut aimer être plongé là-dedans. Voilà. Alors, pour les non-musiciens, c'est une notion qui peut être parfois un peu abstraite, les matières d'érudition. Un cours d'écriture, un cours d'harmonie, un cours de contrepoint, un cours d'analyse musicale, un cours de culture musicale. Qu'est-ce qu'on apprend un petit peu concrètement, par exemple, en cours d'écriture, qui est peut-être ce qui est le plus concret pour ensuite devenir chef d'orchestre et comprendre la fabrication de la musique? Oui, ça ressemble un peu à comment on apprend la grammaire à l'école, comment on apprend à écrire le français. Là, on apprend vraiment les règles d'abord de contrepoint, parce qu'avant, l'écriture était plutôt horizontale. Donc, s'il y avait plusieurs lignes, plusieurs conversations ensemble, on avait plutôt des règles qui concernaient l'horizontalité. Et petit à petit, c'est devenu trop complexe. La musique a passé son temps à faire des mouvements de simplification pour aller après plus loin, etc. C'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, quand le système horizontal a été trop complexe, on est passé au système plus harmonique. Et donc, il y a eu des nouvelles règles de consonance, ce qu'on avait le droit de faire, pas faire. Et tout ça a été en permanence remis en question. Et évolué au fil des siècles. Et évolué, etc. Ça ne veut pas dire que c'est un système qui s'améliore. Hein. C'est un système qui change de règles. Voilà. Et donc, toute cette étude-là, ça prend un certain temps. Et ça prend un certain temps, surtout, de l'assimiler dans son oreille. Parce qu'intellectuellement, vous pouvez aller assez vite. D'ailleurs, c'est même assez dangereux parce que si vous allez très vite intellectuellement, mais que ce n'est pas assimilé par votre oreille, je me souviens, par exemple, à la Sorbonne, un amphi plein à craquer, et un prof qui était assez brillant, mais qui était brillant aussi dans le cerveau. Et puis, à un moment donné, il dit « Vous entendez, n'est-ce pas ?» Et puis, en fait, les étudiants n'avaient pas assimilé de quoi il parlait. Donc, c'est un travail assez long et il faut être patient. Et voilà. Et donc, vous avez étudié patiemment toutes ces matières d'érudition pour apprendre ensuite à diriger. Est-ce qu'on peut parler de vocation, vous concernant la direction d'orchestre ? Oui, je pense, parce que en fait, quand j'étais au départ, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Et donc, j'étais entre autres au conservatoire, mais aussi à la Sorbonne, en musicologie. Et il y avait des cours avec Jacques Grimbert de direction de chœur, tout simplement, ou de direction d'orchestre, les deux. Et quand j'ai commencé, au premier cours, ça a été immédiat. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc, et encore une fois, je ne l'avais pas réclamé, mais au premier cours de direction, je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Ouais.
C'est un peu comme la danse où vous sentez que transmettre un flux musical, c'est vraiment ça que vous devez faire. C'est juste pour vous, ça, c'était Voilà. une évidence. Oui. Ouais. Alors, après l'Allemagne, vous êtes revenu en France, un petit peu en province, un peu à Paris, puis vous êtes retourné, après votre baccalauréat, je crois, à Vienne, Oui. pendant 2 années, Oui. où là, vous avez chanté pas mal dans le Arnold Schoenberg Chœur, Ouais. le chœur d'Arnold Schoenberg, ou Oui, c'est Arnold ça. Schoenberg, selon en français ou en allemand. Et là, vous avez fait une rencontre qui est, je crois, importante pour vous, celle avec Nikolaus Harnoncourt, grand chef d'orchestre autrichien. Oui, alors là, c'était une période très importante de ma vie parce que donc j'avais commencé la direction d'orchestre dans une classe à Reims avec Jean-Sébastien Bébreau, qui était aussi prof au Conservatoire de Paris. Et puis là, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Vienne pendant 2 ans. Et ça a été vraiment matriciel pour moi, ça a été fondateur, je pense, de toute la suite. Parce qu'effectivement, pour gagner ma vie, là-bas, j'ai chanté dans un chœur, le Arnold Schoenberg Chor, qui est un très très bon chœur de jeunes professionnels. Et on gagnait un peu sa vie comme ça. Et surtout, on chantait avec Harnoncourt, avec Abbado, avec des grands chefs, beaucoup d'a cappella aussi. Et c'est là que... Et en plus, donc, moi, j'étais aussi en classe de direction d'orchestre à Vienne. Et donc, Avec quel professeur vous étiez ? Oh, il s'appelait Österreicher, donc, comme son nom l'indique, donc il n'est pas très connu. Mais bon, voilà, là, c'est bon prof. Et donc, la rencontre avec Harnoncourt a été absolument extraordinaire, parce qu'il faisait aussi des masterclass, non pas de direction, mais plutôt justement d'érudition, historiquement informé, etc., toute cette mouvance de l'époque. Et puis rencontrer Abbado, etc. Et c'est vrai que Harnoncourt est quelqu'un qui m'a fasciné parce qu'à la fois par sa rigueur musicologique et historique, mais aussi son inspiration. C'est un très grand poète. Il n'était pas du tout docte. Il a fait énormément de compromis dans sa vision des choses. Oui, il était plus radical au départ, et puis voilà. Petit à petit, sa vision a évolué voilà. aussi. Et il a considéré que si on ne faisait pas de compromis, on tuait quelqu'un. Et donc, c'était un homme de compromis. D'ailleurs, il a été honni pendant un temps des ultras baroqueux qui ont dit non, on ne fait pas Bach avec des corps mixtes, c'est impossible, etc. Et donc, c'est lui qui a ouvert, en fait, et qui a montré la pertinence de ce mouvement. Et le fait de jouer sur des instruments anciens, c'est avec lui que vous avez découvert et apprécié ces sonorités très particulières ? Ah oui, mais je crois que Harnoncourt m'a réveillée dans Mozart, parce que moi, je trouvais Mozart ennuyeux et tout ça, et fait par lui. C'est évidemment des instruments un peu plus verts, mais beaucoup plus transparents. Les balances sont extraordinaires, la vivacité. Et en fait, on s'aperçoit aussi que plus on s'approche de ce que voulait dire un compositeur et du son qu'il avait envie d'avoir, plus cette œuvre résonne à notre époque. Enfin, moi, je trouve. Hein. Ah donc, oui, paradoxalement, plus on est proche voilà. du moment de la création, plus elle se révèle contemporaine. Il y a une forme de véracité qui sort, à mon sens. Hein. Et en tout cas, pour le style classique, c'était absolument probant. Haydn, Mozart, pour moi, j'étais comme ça sur ma chaise, alors qu'avant, je m'endormais un peu. Vous écoutiez peu de Mozart et d'Haydn avant, Oui, c'était vraiment loin de là mes compositeurs préférés. Et maintenant, je suis fan absolu. Et c'est vrai que... Maintenant, ayant moi-même une solo orchestra sur un instrument d'époque, je m'aperçois que effectivement les balances, qu'on appelle les balances, c'est-à-dire le rapport entre par exemple le poids que peuvent avoir des corps et des vents et des bois, sont 10 fois plus faciles avec des corps naturels, par exemple, parce que les corps naturels ont des sonorités très boisées en fait. Alors tout ça se mélange et ça devient presque un orgue. Et du coup, tout est plastique, tout est vif. Et parfois, ça peut sonner un peu gris pour les gens qui sont habitués aux choses très incantatoires comme ça. Mais en tout cas, pour le respect de la partition, c'est fantastique. Et vous, ces sonorités, vous touchez tout simplement aussi, pas uniquement de façon cérébrale et théorique, mais dans votre chair, il se passait quelque chose. Les couleurs sont fantastiques. Et puis, je crois aussi que les instruments sont à des moments différents, parfaits en fait. C'est parce qu'on change de système que l'instrument d'avant était moins bon, vous voyez. Donc ça, je ne suis pas du tout... Alors, il y a parfois des fragilités, et c'est aussi pour ça qu'on en a changé, parce qu'une fois que les salles ont agrandi, il a fallu plus de puissance, plus de régularité, etc. Mais en soi, l'instrument est parfait. Voyez, donc, mais parfois c'est plus difficile parce que d'abord les gens, les praticiens sont moins
techniquement au point. On l'a vu au début avec les corps naturels, les trompettes naturelles, il y en avait dans tous les sens. Donc les gens disent, vous voyez bien que c'est des instruments atroces. Pour ceux qui ont connu les années 80, c'était flagrant, quoi. Mais maintenant, il y a des très très bons praticiens et on s'aperçoit qu'il y a une relative perfection quand on arrive à certains concerts. Et puis il y a un risque qui fait aussi partie du spectacle. C'est moins aseptisé que les instruments qui ont plus de rondeur. Donc ça fait partie aussi de l'enjeu d'un spectacle, je crois, et d'un concert, le fait de pouvoir... Oui, tout à fait. Mais il y a peut-être quand même les challenges, de mesurer le défi. Mais j'en parlais justement, on a invité récemment... le pianiste Christian Zacharias, Christian Zacharias, qui dirige et qui joue aussi. Voilà, et on a pris un piano. Alors nous aussi, on a fait un compromis. C'était un piano début de siècle, un Pleyel, qui est 1892, un peu plus tardif de Mozart, mais parce que la salle est très grande. Avec les pianos forte, en fait, ça c'est un système acoustique. Au-delà de 15 mètres, vous perdez le timbre, les caractéristiques timbriques, et donc vous entendez comme une casserole alors que l'instrument est magnifique. C'est pour ça que parfois vous avez des très beaux disques baroques avec des instruments anciens, et dans les concerts vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça, on n'entend rien, etc. Bon bref. Et du coup avec cet instrument en 1892, on retrouve un peu, on est plus proche d'une sonorité d'un pianoforte. Et je trouve que c'est un bon compromis. Et lui-même disait, oui, c'est vrai que jouer Mozart sur les Bösendorfer ou les Steinway actuels, on a un peu l'impression d'être au volant d'une Mercedes-Benz, etc. Et que ça ne va pas avec le langage mozartien. Avec la subtilité et la délicatesse du langage mozartien. Laurence Equilbé, nous sommes à votre masterclass sur France Culture. En rentrant de Vienne, vous avez continué à vous former en direction. Oui. Oui, avec... Alors là, j'ai suivi plusieurs écoles. Oui. D'abord, comme j'avais créé Accentus, j'ai beaucoup suivi Eric Eriksson, qui était un des plus grands chefs de chœur suédois d'Europe, suédois. C'était un immense chef, un immense musicien, et qui a vraiment révolutionné la pratique de l'art vocal dans le monde, je dirais. Pourquoi ? Quoi ? Parce que il a vraiment fait un pont entre tout ce qui était le choral luthérien, la parole populaire et la musique contemporaine, quoi. Il a vraiment créé une sonorité très identifiée que beaucoup de monde ensuite ont copié, mais dans le bon sens du terme. Une technicité, il a vraiment fait que le chœur professionnel soit aussi très important en Suède, alors qu'ils ont aussi des très bons chœurs étudiants, amateurs, etc. Et c'est un il y a une culture chorale très importante. Je dirais que Eriksson a apporté énormément à tout le mouvement choral dans le monde au XXe siècle, quoi. C'est un personnage majeur. Et donc, je l'ai beaucoup suivi parce que, comme moi-même, montant Accentus, et comme en France, on n'avait pas une tradition très ancrée, je l'ai beaucoup suivi. Et puis j'ai suivi aussi Jorma Panula, qui est un chef finlandais qui était le prof de Esa-Pekka Salonen, aussi de beaucoup de chefs finlandais, de Susanna Melki, absolument. Alors il avait juste deux défauts, c'est qu'il n'aimait pas les Français et qu'il n'aimait pas les femmes. Donc c'était un peu compliqué pour moi, mais oui, parce qu'il a pu dire en plus, d'après des bêtises du genre, les femmes peuvent éventuellement diriger Debussy ou Fauré, mais sinon, c'est pas la peine qu'elles essaient, donc, etc. Enfin bon, donc c'était un peu âpre, mais c'était un bon prof. Et puis, j'ai suivi aussi des Anglais à la Royal Academy, à savoir Denise Ham et puis Colin Matters. Donc voilà, plusieurs chefs, parce que j'étais déjà dans un travail moi-même. Donc c'était plutôt des séries de masterclass et de cours par session, quoi. Voilà. Que vous suiviez. Alors il y a différentes écoles de chefs. Par exemple en Angleterre, ils étaient plus dans une logique toscaninienne, je crois. Tout à fait. Panula, c'est beaucoup plus épuré. Enfin, vous, qu'est-ce que vous avez appris de l'un, de l'autre ? Comment vous vous situez ? Est-ce que c'est vrai que c'est des techniques. Il y a aussi la technique de Saito, qui était le prof de Ozawa. Oui. C'est des techniques assez différentes. Moi, je pense qu'il faut les connaître un peu toutes pour faire après, en fonction de sa gestuelle et son propre parcours. C'est vrai que en Angleterre, c'est effectivement Toscanini et après Léon Barzin, c'est tout dans la baguette, même donner un départ à droite, à gauche, c'est amateur. Enfin bon, ils sont très extrêmes, tout dans le buste et le corps, toute la baguette. Avec une technicité vraiment corporelle extrêmement précise. Oui, voilà, il y a des presque dogmatiques. Voilà, alors c'est tout le contraire de ce que, par exemple, si vous voyez un Harnoncourt, c'est tout le contraire, hein, bon, parce que lui, il a dû apprendre à un moment donné, mais il est plus sur l'impulsion, sur
l'inspiration du moment. Mais moi, j'adore la gestion d'Harnoncourt, mais du coup, il ne peut pas tout diriger, ça c'est certain. Mais je dirais, et vice-versa, parce que quand vous voyez, par exemple, des grands chefs qui sont un peu comme une poule devant un faux-col quand ils dirigent une symphonie de Mozart, par exemple, parfois, ils ne savent pas le faire non plus, Oui. vous voyez, à l'inverse. Hein. Donc, je pense qu'on n'est pas tout terrain. On ne peut pas être tout terrain. Vous, il y a un répertoire qui vous est naturel, pas forcément que vous aimez, mais qui vous est naturel. Ben, moi, je suis très à l'aise. Enfin, je me sens très bien dans tout le pré-romantisme, ça c'est certain. Début du 19e siècle, j'adore ça. Je pense qu'il y a un bon rapport entre une forme d'exigence classique, mais aussi un premier débordement, une première incarnation. Ça, j'aime bien ça. Voilà. Mais pour finir sur les techniques, et c'est vrai que Panula, lui, c'est plutôt effectivement une forme de technique boulésienne, extrêmement épurée, parfois un peu ennuyeuse, mais où tout paraît très facile, tout paraît, bah oui, il n'y a pas de problème. Bon. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, mais c'est très efficace aussi. Voilà. Et est-ce que vous vous êtes observé vous-même? Est-ce que vous avez développé, de façon à la fois théorique et instinctive, votre propre gestuelle, ou vous n'êtes pas dans l'auto-analyse de vos mouvements, de vos gestes? Si, en plus, avec Insula Orchestral, la scène musicale, on a une politique assez dynamique pour l'audiovisuel, donc on capte beaucoup. Donc malheureusement, je dois me regarder souvent parce que je dois valider des captations. C'est vrai qu'on n'aime pas trop se voir, évidemment. Mais il y a quelque chose de très fluide dans votre façon de diriger quand on vous voit, non? Moi, je ressens quelque chose d'instinctif dans votre façon de faire. J'ai plusieurs influences. D'abord, effectivement, comme j'ai fait pas mal aussi de direction de chœur, il y a quelque chose qui est très agréable pour les vents, parce que d'abord, on sait faire travailler l'intonation des vents, et aussi on sait les conduire, parce que c'est des gens qui respirent beaucoup, donc on sait les conduire, donc ça aide. Mais aussi, il peut y avoir des défauts liés à cette pratique, parce que comme on est tout le temps en train d'alimenter l'air, alors que ce n'est pas forcément nécessaire pour l'orchestre, ça peut être quelque chose, une scorie qu'il faut savoir évacuer. Et puis, effectivement, je suis très critique avec moi-même, en fait. Donc, du coup, à chaque fois, je dis, non, mais là, ça ne va pas du tout. Nanana. Avec la monteuse, je lui dis, non, tu me coupes ça, etc. Donc, on essaye de progresser comme ça, à chaque fois, en enlevant les scories, mais sans enlever aussi l'emphase qui est nécessaire parfois pour inspirer un groupe. Et les techniques pour le chœur et pour l'orchestre sont totalement différentes ou... Non, je dirais pas totalement différentes. Je pense qu'elles se nourrissent l'un l'autre. Et on voit très bien les chefs qui ont été proches du chœur. Souvent, c'est très appréciable dans les orchestres parce qu'ils ont ce lyrisme un peu naturel qui est nécessaire dans la musique. Hein. Mais je pense qu'il faut faire les deux absolument. Dans l'éducation, c'est absolument nécessaire. D'abord, d'avoir fait une corde aussi. Moi, j'ai fait de l'alto. C'est très important pour connaître la technique du coup d'archet et les problématiques liées aux cordes, parce que les cordes, c'est... les 2 tiers de l'orchestre. Enfin, si vous ne connaissez pas la problématique des cordes, vous êtes mort dans un orchestre. Hein. Donc, tous les chefs n'ont pas été des ex-violonistes, tout ça, mais il faut connaître ça très bien. L'archelle, etc. Pour, effectivement, tout simplement pour que les gens jouent ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et alors, pour vous, quelles sont les qualités essentielles requises pour devenir chef d'orchestre? Il y en a plusieurs. Il faut beaucoup aimer l'étude parce qu'on passe des heures à la table, ça faut le savoir quand même, à moins d'être un génie genre Barenboim. Enfin, d'ailleurs, il doit travailler aussi. Je crois qu'il travaille pas mal aussi. Non, il doit travailler aussi, mais il a quand même des capacités hors normes. Quoi. Il y a quelques chefs hors normes, mais disons, dans la moyenne normale, il faut aimer beaucoup travailler à la table. Il faut avoir un physique quand même assez solide parce que c'est assez éprouvant. On est très souvent debout, on voyage beaucoup, on est très souvent en concentration. Enfin voilà, donc il faut avoir un physique solide. Et puis il faut avoir une très bonne oreille, je pense aussi, parce que il faut savoir en sollicitant écouter. C'est peut-être ça le plus difficile quand on est chef d'orchestre, je crois. C'est de vraiment être sur l'écoute, mais en même temps d'anticiper. Et ça il faut arriver à le faire. Et puis après, peut-être des qualités aussi psychologiques ou de management, de savoir à la fois emporter les gens, mais aussi être dans une forme de démocratie artistique, c'est-à-dire que c'est pas vous, on n'est plus... Qui imposez Voilà, l'époque Toscanini est totalement révolue. Hein, donc on dit pas c'est comme ça, etc. Non, il faut voilà. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. Mais parfois on voit des chefs, je pense à Kurensis par exemple, sa façon d'être avec son orchestre, je le voyais encore cet été... dans des symphonies de Beethoven à Salzbourg, et il y a un côté presque gourou. Est-ce que
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette façon de diriger? Sans parler forcément de Currency, hein, c'est délicat de parler des confrères, mais en tout cas... Non, mais voilà. C'est intéressant le cas de Currency, parce que musicalement, j'aime beaucoup, quoi que ça soit un peu travaillé, un peu sophistiqué, mais peut-être un peu trop quand même. Mais j'ai vu un reportage qui m'a glacé quand même. C'est vrai que, je ne sais pas si aujourd'hui en Europe on pourrait se comporter comme ça avec des musiciens en fait. Donc, on sent qu'ils sont à la fois ça va qu'il est très doué, fascinés et terrorisés. Enfin, il y a quelque chose de très étrange qui se dégage des concerts. J'espère que ça pourra durer pour lui parce que c'est un immense artiste. Mais bon, moi, j'ai un peu de mal à considérer ça. Je trouve ça presque désuet, d'un autre monde. Je sais pas. Ça m'oppresse. mais le type est brillantissime. Laurence Equilbé, en 1991, vous avez fondé le chœur Accentus. Quelle était votre ambition quand vous avez créé ce chœur? En fait, je voulais diriger les grands motets de Strauss, voilà, c'était ça. Et puis les grandes œuvres de Schoenberg. Et comme je n'avais pas d'instrument sous la main, qu'on pouvait pas même, il n'y avait pas moyen de se faire inviter pour faire ça en France. Donc je me dis, je vais le faire moi-même. Et puis voilà. Donc ça a été un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de pratique professionnelle. Il n'y avait pas de moyens publics encore dédiés à ça. Donc la France était en retard par rapport à d'autres pays d'Europe ou Oui, je pense qu'il y avait eu une rupture commencée avec la Révolution française, mais on n'avait pas repris le chemin de l'art vocal professionnel et du coup de la pyramide globale. On a mis du temps. Par exemple, la maîtrise de Notre-Dame, c'est relativement récent. Celle de Versailles, c'est relativement récent. Il y en a aussi des très bonnes en province, mais c'est aussi assez récent. Donc le temps que toute cette pyramide se mette en branle, ça prend du temps. Et du coup, en tout cas, moi, quand je suis revenue à Paris dans les années 90, il y avait le chœur de la radio, très bien, mais qui avait ses chefs et ses programmes. Il y avait très peu. Il y avait peut-être Michel Picmal qui avait son ensemble vocal. Il y avait Stéphane Caillet, non, Stéphane Caillet, c'était amateur. Il y avait aussi à Lyon Bernard Tétu, mais ils avaient leur ensemble. Et puis voilà. Donc si vous vouliez, vous, faire ces œuvres, moi j'étais dingue des grands effectifs, des grandes et tout ça. Et donc, je voulais faire aussi de la direction d'orchestre, mais j'ai voulu d'abord faire Accentus. Et donc, on a été dans cette aventure. Ça a pris pas mal d'années, ouais. Alors, vous avez abordé un répertoire très varié en même temps. Vous parlez de Strauss, mais vous avez pas mal abordé le répertoire français. Je crois que votre premier disque, c'était du Poulenc et du Ravel en 94. Ouais. Bravo. Vous avez... Merci. Je me suis renseignée quand même. Et puis ensuite, il y a eu aussi beaucoup de créations contemporaines avec Pascal Dussapin, avec Mantovani, avec Philippe Manoury. Donc voilà, un répertoire extrêmement varié. Est-ce que c'est important pour qu'un ensemble soit stimulé en permanence d'aborder des choses très différentes, avec des techniques, j'imagine, très différentes? En fait, quand je l'ai créé, j'avais une feuille de route assez précise, parce qu'en fait, c'est en 90. Donc, j'avais décidé de faire d'abord tous les Français, ensuite commencer les Brahms, etc. Enfin, il y avait une feuille de route artistique. Oui. Et la création, on a commencé un peu plus tard, donc en 92, 93, avec du Sapin. Et petit à petit, on s'est mis à la création. Mais il fallait d'abord, au début, créer la machine et l'ensemble. Donc, on a commencé par tous les grands romantiques, les grands français, etc. C'est par les grands romantiques et les grandes œuvres français qu'on crée les sonorités et la patte, je dirais, d'un chœur. Exactement. En fait, ce qui était important, nous, on est un peu à la croisée des chemins, les Français, entre la technique anglaise et la technique scandinave allemande. Donc, vous savez, les Anglais sont très issus du son des maîtrises, avec des sons très droits, très peu vibrés, et on peut dire un peu blanc, mais très précis et très lumineux. Et les Scandinaves allemands sont plus dans la chaleur, dans les formes un peu plus opulentes, etc. Donc avec une variation. Et nous, je pense qu'on a une génération française très harmonique, avec des très belles oreilles. Les plus grands compositeurs harmoniques ont été en France à un moment donné. Et puis, on aime cette transparence, mais on aime aussi cette chaleur. Donc, je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins, et c'est intéressant du coup. Et puis, vous aussi, riche de votre expérience viennoise, vous aviez aussi une oreille ouverte différemment. Ouais. Bon, moi, je suis plus attirée par le son suédois, allemand qu'anglais. Donc, voilà. Mais par contre, dans Poulenc, il faut avoir cette transparence, etc. Donc... cette technique de son qui est assez pyramidale en fait, c'est-à-dire que en gros, c'est pour ça que le son d'Accentus d'ailleurs n'a pas énormément changé et pourtant les chanteurs ont changé, c'est parce que j'ai un gamier un peu comme un peintre de 32 positions
et que vous étagez, vous avez vos typologies de vocales sur 32, voilà. Et donc, quand quelqu'un part, vous allez chercher un peu son remplaçant vocal. Donc, et c'est comme ça que vous construisez votre pyramide sonore. Et vous avez une méthode de travail que vous appliquez de façon systématique ou elle change en fonction des projets? Oui, il y a une méthode que j'ai apprise d'ailleurs beaucoup à l'étranger, parce qu'en France, on ne travaille pas tellement comme ça. C'est partir de la grande forme et ensuite se focusser de petit à petit, y compris avec les voix, parce que les voix, c'est plus compliqué, par exemple, de partir, de filer, pour déjà qu'on ait la sensation de la pièce, et puis après, on va aller... bon, en France, enfin, en tout cas, le chœur en France était étudié, on commence petit, on construit, et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc la méthode, ce serait plutôt ça. On se dit, on est archi capable de le faire, donc on file, sauf des œuvres très complexes, évidemment. Et puis ensuite, on progresse, on peaufine tel passage. Et ensuite, on affine. Alors ensuite, en 2012, donc 20 ans plus tard, vous avez fondé Insula Orchestra, votre orchestre. Quel était votre désir au moment de la création d'Insula Orchestra? Alors oui, juste pour finir l'aventure d'Accentus, je voulais dire aussi que ce qui avait été compliqué, et d'ailleurs avec Olivier Mantilly, mon premier administrateur de l'époque, donc c'était en 90, grâce aussi à France Télécom, qui avait décidé de soutenir la voix en France, professionnelle, les ensembles professionnels. Et je pense que ça a déclenché aussi un intérêt des partenaires publics qui fait que petit à petit, les ensembles professionnels ont pu émerger. Donc ça, c'était... Donc vous étiez assez pionnière en fait dans le chœur professionnel en France. Oui, parce que la fondation à l'époque, donc France Télécom, on était au début de leur engagement pour ce thème. Alors maintenant... ils ont aidé maintenant plein d'ensembles, mais on était un des premiers à être soutenus. Je me rappelle pertinemment, très précisément, de mon premier rendez-vous à la Fondation France Télécom pour demander 3 sous. C'était assez amusant. Et donc, pour Insula, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que c'était... moi, j'adore les instruments d'époque. Je fais des concerts avec Académie für Alte Musik de Berlin. Je fais des concerts aussi avec Concerto Köln, avec Orchestra of the Age of Enlightenment à Londres. Mais c'est une production par an, parce qu'on fait un deal ensemble, etc. Donc, il y avait tout un pan de répertoire que je faisais très rarement, tout le classique notamment, parce que quand j'ai des invitations avec des orchestres modernes, je dis tout ce que vous voulez, mais à partir de Schubert, en fait. Voilà. Et donc, quand il y a eu l'opportunité de cette nouvelle salle à la scène musicale, que les Hauts-de-Seine m'ont demandé de réfléchir à un projet de résidence, j'ai proposé cet orchestre, Insula Orchestra, et on l'a créé, en fait, mais dans le cadre d'un plan, donc c'était en 2012, pour arriver en 2017... À l'ouverture, en avril 2017, voilà, de l'auditorium, où d'ailleurs votre programme était très intéressant. À l'ouverture, il était très riche, il était presque iconoclaste dans le... Ça vous a plu? En fait, on a cherché à défendre des valeurs, à la fois des valeurs d'exigence artistique, mais aussi des valeurs d'ouverture, d'innovation, de partage. Et donc, c'était à chaque fois, on a essayé de faire qu'on faisait quelque chose, mais on ne s'attendait pas, c'était une sorte de versus. Alors, par exemple, on avait fait des extraits de la Finta Giardiniera, mais on avait pris la version allemande d'I Gärtnerin Ausliebe de Mozart. On avait fait des extraits de Berlioz, de Freischütz, pardon, de Weber, dans la version de Berlioz, etc. Puis on avait fini par la fantaisie chorale de Beethoven, avec ces valeurs de Beethoven, notamment universalité, fraternité, etc. Alors, c'est donc sur instrument ancien, instrument d'époque, que vous avez créé votre ensemble. Pour vous, c'était évident que ce serait sur instrument d'époque. Oui, parce que justement, j'avais une frustration dans ce répertoire-là, donc disons de Bach au jeune Berlioz. Bon, moi, Beethoven, je peux le faire sur un instrument moderne, ça va, ça passe. Mais avant, non, pour moi. Je dis pas que les autres, je dis pas qu'il faut pas le faire, attention. C'est pour moi. C'est votre sensibilité. Et du coup, je voulais rééquilibrer mon répertoire grâce à cette phalange. Alors, on parle de différentes sonorités d'orchestre, comme oui. Voilà, comme les écoles de chefs, il y a les sonorités même d'orchestre en soi. Là, on parle du Philharmonique de Vienne, de Berlin, de certains orchestres américains. Vous, donc c'est la première fois que vous pouviez créer, enfin en tout cas tenter de créer une sonorité particulière en tant que directrice musicale. Quelle sonorité vous avez cherché à développer et comment est-ce que vous qualifieriez les textures et les couleurs de votre orchestre aujourd'hui? Bon, déjà, il y a la plasticité, la souplesse. J'aime beaucoup quand les choses peuvent avoir une forme d'organicité. C'est-à-dire que
un peu comme dans un orgue, comme si l'orchestre était un orgue avec très très particulier, mais et où tout était agrégé, les instruments s'agrégeaient les uns aux autres. Voilà, cette espèce de souplesse, justesse, très belle balance. Ça, on travaille beaucoup ça. Parce que ça crée c'est quelque chose de fondamental dans l'interprétation, l'expressivité évidemment. Voilà, intonation, balance, cette gravitation des timbres les uns avec les autres, cette capillarité sonore, ça c'est très important. Voilà, on prend beaucoup de temps en fait, on répète beaucoup en partiel, un peu comme la musique de chambre. Oui. Donc par petits ensembles, ouais. Par petits groupes. Et là, par exemple, vous voyez, lundi, je vais aller en Écosse pour diriger un orchestre, j'ai une invitation. J'ai pas très envie d'y aller, pas parce que je les aime beaucoup, mais j'aime pas leur planning, en fait. Donc, je vais faire ça, c'est un peu idiot, mais il faut prendre le temps de développer. Voilà. Et c'est vrai que les orchestres permanents, parfois, ont des modèles de planning standard, quel que soit le projet. Et parfois ça tombe pas bien. Voilà. Alors, donc on disait que c'était la première fois que vous étiez directrice musicale. Vous avez, donc, vous le disiez, dirigé de nombreux orchestres partout en Europe, de par le monde, en France, partout. Mais donc c'est seulement en 2012, avec Insular Orchestra, que vous êtes devenue directrice musicale. Est-ce que c'était un choix de votre part de ne pas être affiliée à un orchestre précisément? Vous vous sentiez libre comme ça, ou est-ce que peut-être c'était compliqué, un peu plus compliqué pour une femme d'être nommée comme directrice musicale? Je sais pas. En tout cas, c'est arrivé un bon moment dans ma vie, parce que forcément, je me serais posé la question. Je pense que pour des questions de répertoire, c'était compliqué que je sois directrice musicale d'un orchestre symphonique, parce que j'ai pas assez le répertoire sous le pied comme ça. Oui. J'ai beaucoup de répertoire, mais peut-être pas le standard répertoire qu'il faut avoir comme ça, de par mon parcours. Donc, voilà, pour un orchestre symphonique, je dirais traditionnel. Oui. Et puis, il y a eu cette proposition du département des Hauts-de-Seine qui est arrivée un petit peu à point au moment où je me demandais justement... Moi, j'avais fait déjà un très très bon tour de roue avec Accentus sur la Capella, donc je voulais plus en faire, je ne veux pas me répéter. Je pense que la répétition peut être une erreur, l'imitation peut être une erreur, et qu'il ne faut pas se répéter soi-même surtout. Donc, je ne voulais pas refaire des répertoires pour la énième fois, etc. Je crois que mon maître en non-routine, c'est peut-être Arnoncourt qui a fait une fois une production de La Flûte enchantée, et alors que ça aurait pu être son fonds de commerce pendant des années, il l'a refait 20 ans après. Vous voyez, donc ça pose question quand même. Donc c'était formidable. Mais voilà, donc ça s'est trouvé comme ça, mais pour différentes raisons. Je pense que j'avais pas le profil pour être, ou peut-être j'allais plutôt vers une direction de chef invité. Vous voyez, pour privilégier avec un premier chef invité, comme on dit. Oui. Voilà, ça, donc qui vient régulièrement, voilà. mais qui n'a pas voilà. les mêmes responsabilités voilà. Et puis maintenant, dans mon organisation, on est une très grosse structure maintenant. Et, donc, et en plus, comme vous avez dit tout à l'heure, j'invite aussi des phalanges à la scène musicale. Donc voilà, j'ai pris cet aiguillage-là, c'en était un. Hein, ça, je suis bien consciente, mais je suis heureuse avec ça. Et alors sur le fait que donc vous êtes une chef d'orchestre femme, bien sûr, oui. Sur le fait que les femmes sont encore peu nombreuses, hein, 4% selon la SACD en 2016. Non, la SACD en 2016 recensait 21 femmes chefs pour 586 hommes. Voilà, c'est quand même une proportion très minoritaire. Ça prend du temps encore aujourd'hui. Est-ce que les choses évoluent? Est-ce que vous, par rapport au moment où vous avez commencé et aujourd'hui, vous voyez une différence énorme? Ou est-ce que vous trouvez que ça avance encore à pas de fourmis? Oui, ça n'avance pas tellement en fait. Donc c'est vrai qu'en 2012, moi j'ai eu connaissance de ces chiffres en 2012 grâce à un stagiaire qui avait fait une étude pour la fac. Et il me donne ce rapport, je lis ça et là je tombe de mon fauteuil. Et du coup, je m'étais engagée avec le Sénat et avec la SACD. Il y a eu plusieurs tables rondes, plusieurs comités ministériels, même avec le ministère de la Culture, sur cette question. Mais c'est vrai que, à la limite, je m'en étais vraiment même pas aperçue. Et ça aussi, je m'en veux un peu, parce que c'était pourtant flagrant, même avant 2012, évidemment. Et du coup, maintenant, je suis assez sensibilisée et on a fait avec la SACD beaucoup de travail pour qu'il y ait une feuille de route qui sorte finalement au ministère, assez intéressante, qui est celle formidable. Celle de 2017, hein, c'est ça Exactement, et donc qui remet notamment en lumière les
proposition de la SACD, c'est-à-dire ils avaient deux préconisations très importantes, que les ensembles eux-mêmes, que les institutions eux-mêmes donnent leurs chiffres de mixité dans la programmation, et puis que pendant un certain nombre de saisons, on ait une démarche un peu vraiment positive, d'objectifs chiffrés pour que ça soit les chefs d'orchestre, que ça soit les metteuses en scène à l'opéra, que ça soit même les créatrices lumière, etc. Enfin, tous les postes à responsabilité, aussi, compositrices oui. évidemment, bien sûr, qui est un moment, comme on dit en physique, pour que la chose éventuellement... pour que ça puisse Et se développer plus naturellement. Alors, par exemple, la Philharmonie de Paris a organisé récemment un tremplin pour jeunes chefs de FES. Il y avait 6 jeunes femmes qui ont été sélectionnées pour jouer des œuvres et puis pour ensuite avoir des opportunités, être mises en lumière. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces types de cette façon de faire, finalement de n'inviter que des femmes, de genrer un peu des manifestations? Je pense qu'il vaudrait mieux partir vers le haut, c'est-à-dire il y a beaucoup de femmes, il y a une centaine de femmes de très haut niveau maintenant dans le monde, et donc les orchestres de haut niveau invitent les femmes de haut niveau déjà. Je pense que ça serait, y compris pour les jeunes femmes qui éventuellement veulent faire des études de chef d'orchestre, ça serait beaucoup plus efficace. Après, on peut tout à fait se dire, sur mes postes d'assistant, j'essaie d'en avoir chaque fois un homme, une femme, un homme, une femme. Enfin, j'essaie de faire attention. Moi qui programme aujourd'hui, oui, c'est ça. C'est très compliqué parce que le réservoir de femmes repérées par le public n'est pas aussi large et moindre. Et donc, quand il y en a qui ne sont pas libres, vous n'en avez pas non plus une kyrielle derrière. Mais il faut vraiment faire l'exercice, c'est très intéressant, très important. Après, on en a parlé un peu tout à l'heure, les événements genrés, moi j'ai beaucoup de mal, mais je critique pas ceux qui le font, mais je trouve que ça fait un peu zoo féminin, et surtout si c'est pour des postes d'assistants, évidemment, parce que c'était pas pour... il y a un mélange on fait un événement genré pour donner des postes d'assistants, c'est un peu lourd, quand même. C'est un peu du racisme ordinaire, je dirais, mais c'est quand même bien de le faire. Et tant mieux si ça fait bouger un peu les mentalités. Mais je pense que la meilleure méthode, c'est au contraire de partir par le haut. Et après, il y aura des assistantes, etc. Ça sera très naturel. Il faut créer un glamour artistique en disant oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est que ça commence à venir. Ça commence quand on voit des Mirga Gazignatetila qui est déjà demandé partout, Karina Kalinakis, etc. Rachel Podger, que vous avez programmé. Et tout d'un coup, on se dit ah oui, alors ça fait chic de l'avoir, alors tout le monde la veut. Alors ça devient un peu débile dans l'autre sens. Il y a des effets de mode aussi. Oui. Bien sûr. Vous, quand vous pensez votre programmation, vous songez donc à programmer des chefs d'orchestre, des musiciennes aussi chefs d'orchestre dans votre ensemble. Est-ce que vous faites attention à ça? Des compositrices, comment vous pensez les choses? Alors, j'essaye effectivement dans les compositrices, de régulièrement, dans le patrimoine, trouver des œuvres qui peuvent être passées la rampe, comme on dit. Donc, par exemple, j'ai pu faire la 3e symphonie de Louis Farinck, en même temps que le triple, du 19e, en même temps que le triple concerto de Beethoven. Ils ont eu le même prof, si on peut dire, c'était Anton Reicha, les deux. Là, je vais faire le concerto de Clara Schumann. L'année prochaine, je vais faire une pièce de Fanny Mendelssohn qui s'appelle Hero und Leander, etc. Donc, il y en a peu des œuvres, malheureusement. Mais non seulement il y en a peu, mais surtout celles qu'il y a, on a l'impression qu'il y a une négligence historiographique, comme si ça avait... Alors que il y en a peu, et en plus celles qui existent, on ne les connaît pas forcément. Je lisais notamment récemment quelque chose sur Hélène de Montgeroux, qui était donc une compositrice importante, qui a inventé plein de choses à la fin du XVIIIe, et qui était mentionnée dans un dictionnaire comme professeur de piano. Qui est quand même invraisemblable. Oui, c'est très triste. On est passé à côté de beaucoup d'œuvres écrites par des femmes. Donc ça, il faut lutter, il faut s'insurger, il faut même entrer en résistance. C'est très important. Et d'autant plus important que, moi, je cite souvent cette phrase d'Oscar Wilde parce qu'elle m'a frappée, qui était que la vie imitait l'art. C'est la vie qui imite l'art et non pas l'inverse. Et je pense que la société, en fait, concrétise ce que la fiction a pu rêver. Et s'il n'y a pas de femmes dans l'art, la société va être perdue de toute façon. Donc c'est une tension très importante qui existe entre ce qui se passe sur les plateaux et ce qui se passe dans la rue. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autant plus être importante.
indépendamment de la question d'équité, de la question de justice, etc. Mais cette question de résonance avec la société est essentielle. Et donc, pour les compositrices patrimoniales, donc vous l'avez dit, il faut chercher. Là, on va faire une messe de Clémence de Grandval, on va refaire du Farinck, on va faire du Lily Boulanger, etc. Enfin, avec Accentus, c'est un peu plus facile parce que début 20e, il y a un peu plus de choses. Oui. Voilà. Vraiment, en plein 19e, là, on a du mal. Et d'ailleurs, il y a un grand recul au 19e siècle parce que au 18e, il y avait beaucoup plus d'artistes femmes. Et d'ailleurs, le mot autrice a disparu au 19e siècle. C'est pour ça qu'il existait au 18e, comme on sait. Voilà. Et donc, pour les interprètes, eh ben, on essaye vraiment à chaque fois d'avoir une ou deux chefs et un ou deux chefs. Voilà. Et pareil pour les instrumentistes solistes, etc. Alors, il y a un projet qui vous tient à cœur, parce que c'est un compositeur que vous affectionnez particulièrement. Vous en parliez au début de cette masterclass sur France Culture, Laurence Equilbé. C'est Beethoven. Oui. En 2020, on fêtera le 250e anniversaire de sa naissance. Et donc, vous avez conçu tout un projet qui s'appelle 248-250 autour de Beethoven. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce compositeur ? Pourquoi il vous touche tellement et qu'est-ce que vous avez envie d'imaginer autour de lui ? Oui, c'est vrai qu'en 2020, Beethoven, donc ça sera l'anniversaire des 250 ans de sa naissance. C'est un compositeur un des grands génies, je veux dire un des meilleurs compositeurs de tous les temps, à la fois dans son langage, dans son écriture, dans son orchestration, dans ses valeurs. Et il se décrivait lui-même comme un compositeur électrique. Et moi, ce qui me touche aussi beaucoup chez lui, c'est son impatience, parce que je suis quelqu'un de malheureusement assez impatient. Et du coup, je trouve aussi comme chef, c'est un compositeur génial à diriger, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose sur le feu, et en même temps, parfois, il a une poésie incroyable et quand même des mélodies uniques. Oui, le concerto voilà. Que vous venez d'enregistrer, l'Empereur notamment, la mélodie du piano est c'est extraordinaire, beauté, voilà. D'une sérénité aussi totale. Voilà. Et du coup, on s'est dit avec mes équipes que les valeurs beethoveniennes, alors il y en a plusieurs, l'universalité, la fraternité, la révolte, la liberté, et ce côté un tout petit peu aussi possédé qu'il avait, étaient des valeurs aujourd'hui à partager, notamment avec la jeunesse. Et donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2050, on a plein de grands événements, notamment là, on va avoir un événement à double orchestre avec Académie für Alte Musik de Berlin. On va se fusionner avec cet orchestre pour faire un énorme orchestre philharmonique, comme ça pouvait se faire d'ailleurs à l'époque de Beethoven, des orchestres qu'on appelait des orchestres festivals. Et puis, on fera en 2020 la Missa Solemnis en double orchestre, double chœur, enfin, donc énormément de monde. C'est un peu mon défaut, j'aime bien les gros bazars, j'aime bien les grosses formations, mais bon, c'est aussi intéressant de travailler les gros effectifs, je trouve. Et puis, autour de toute cette kyrielle de concerts, on va avoir aussi un programme pédagogique très important qui s'appelle Beethoven, mon frère. Et ça démarre donc là en 2018 avec des arrivants allophones qui vont slammer sur la 9e de Beethoven, et puis des enfants qui vont aussi réécrire l'hymne à la joie, qui va s'appeler Hymne d'un monde nouveau. Et puis on va faire un grand sondage de 250 jeunes à travers le monde sur les valeurs beethoveniennes, etc. Enfin, tout un petit film. Enfin, c'est un grand projet de transmission sur la musique de Beethoven et ses valeurs. Comment, quand vous choisissez un programme, donc là par exemple autour de Beethoven, comment est-ce que vous vous imprégnez des œuvres ? Comment elles se nourrissent ? Est-ce qu'il y a d'autres arts qui vous influencent ? Oui, moi j'aime beaucoup les recherches avec les autres arts, l'art plastique notamment. Enfin, je suis une passionnée d'art plastique. Et puis, il y a une phrase dans un petit livre de Rilke qui s'appelle Notes sur la mélodie des choses qui m'a toujours frappée. Je la cite souvent, cette phrase, mais parce qu'elle m'a vraiment inspiré beaucoup. Il dit que c'est par les vallées les plus larges que passent les sentiers de sommet à sommet. Et je pense que dans une programmation, il faut ouvrir. Et ça permet aussi d'aller dans des domaines plus pointus, d'amener les gens avec qui vous avez envie de partager des choses. Et c'est pour ça que l'ouverture à d'autres arts, c'est essentiel pour moi. Par exemple, on a fait la création de Haydn en mise en scène avec la Fora del Paus. J'adore la création en version concert, complètement pure et tout ça, c'est formidable. J'adore aussi comme on a pu le faire avec la Fora, parce que cette présentation-là a fait une tournée européenne, est allée à New York, et on a
vraiment fait découvrir la création à des milliers de personnes qui ne connaissaient pas cette œuvre et qui seraient peut-être jamais venues. D'abord, en plus, artistiquement, c'était vraiment très pertinent et formidable. Donc, mais par contre, c'est vrai que c'est compliqué à monter. Mais ces projets-là, que j'appelle moi des créations scéniques, on va en développer beaucoup. Là, on va faire les fragments du Requiem de Mozart avec Johann Bourgeois, qui est un circassien, qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le point de suspension, c'est-à-dire le moment où, quand par exemple, si vous sautez en l'air, vous restez un demi-seconde immobile et puis vous retombez. Il travaille beaucoup sur ce point de suspension, donc on va faire ça avec lui. La compagnie de Magie Nouvelle 1420, que j'aime beaucoup aussi, qui travaille très technologique, on va faire le Freischütz avec eux. Bon, ça c'est un opéra, mais ça sera quand même dans un esprit complètement novateur. Voilà, donc toute cette innovation, régulièrement, je voudrais la mettre au cœur de ma programmation. Et est-ce que vos musiciens, vous les nourrissez de références qui sont autres que musicales ? Oui, un peu. Alors, je suis assez perplexe avec cette question-là. Par exemple, Harnoncourt répète avec énormément d'images, mais c'est marrant, tout ça, parce qu'il a beaucoup d'imagination. Il est vraiment truculent, même. Mais le petit bémol que je mettrais à cette pratique-là, c'est qu'après, la personne ne va plus penser qu'à ça. Elle ne va pas penser à sa propre image à elle. Et alors que moi, je trouve que c'est plutôt la somme des images qui fait que tout d'un coup, vous avez quelque chose d'incroyable qui naît. Bon. Où chacun doit garder finalement un peu son jardin secret pour créer ensemble une sorte d'abstraction qui raconte quelque chose. Ouais. Quoi. Mais les musiciens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien quand on leur fait un petit peu des propositions. On leur raconte des histoires. Ouais, ils aiment bien. Ouais. Ils aiment bien. Donc de temps en temps, j'en fais un peu. De temps en temps. Et est-ce que vous faites appel à des collaborateurs, à des regards extérieurs ? Souvent, oui, mais oui. Par exemple, pourquoi ? Par exemple, quand vous dirigez, au moment des répétitions, au moment de la pré-générale, de la générale, est-ce que vous demandez à des personnes de confiance Oui, toujours. Ouais. Oui. Ah oui, d'abord, moi, j'enregistre tous mes concerts et je les réécoute tous, donc ça prend un peu de temps aussi. Et je fais toujours, il y a toujours des gens en salle, enfin, on a beaucoup de retours, on échange, c'est très important ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile face à un orchestre ? Comment dire ? En fait, c'est plutôt ce qui est difficile, c'est quand vous êtes chef invité, que vous connaissez personne, que vous savez que dans les 10 premières minutes, tout le monde va vous juger. Ça, c'est dur. Ça, c'est ardos quand même. Parce qu'il faut être efficace tout de suite. Oui, ça, hein. Voilà. Ouais. Et effectivement, même en tant que femme, on sent bien quand même aussi quelques réticences, tout ça. Mais maintenant, c'est un peu moins. Mais c'est vrai que moi, j'ai une anecdote en Pologne où j'avais été invitée. Et puis, en fait, comme mon nom peut être masculin, Laurence en anglais. Oui. Quand ils m'ont vu arriver, mais j'ai vu leur tête se décomposer. Et là, ça fait un effet. Waouh, oui, mais c'est ça, la mâchoire qui tombe. Et là, ça fait un effet assez atroce. Mais bon. Et ça, c'est différent, vous pensez un petit peu quand même aujourd'hui ? Non, je vous parle de ça, c'était dans les années 2000, là, ça va mieux quand même. Vous vous êtes senti par moments raillé dans votre velléité de devenir chef d'orchestre par des hommes ou jamais ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne peux pas te raconter, mais... Non. Oui, mais voilà, il y a des moments où vous avez dû lutter, où vous avez dû vous bagarrer. Hein. Ouais. Et alors, nous sommes en public au studio 106 de la Maison de la Radio pour la masterclass de Laurence Equilbé sur France Culture. Laurence Equilbé, comment est-ce que vous vivez la réception critique de votre travail ? Est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous prenez en compte ce qui est écrit, ce qui est dit de votre travail ? Oui. Je lis tout. Oui. Non, mais ça m'intéresse toujours. Vous êtes honnête parce que la plupart des gens disent pas du tout, je ne lis pas. Non, moi je regarde tout. Je regarde tout. Oui. Ça m'intéresse toujours, y compris les négatifs, parce que y a des gens qui trouvent, par exemple, j'ai une gestuelle austère, donc je dis pourquoi ? On s'interroge quand même, et après il y a des choses qui sont peut-être injustes, et puis d'autres qui très laudatives, qui sont peut-être extrêmes, etc. Mais c'est toujours intéressant. On trouve toujours des enseignements à lire les critiques, je trouve. Donc, je m'intéresse, même les critiques à l'étranger, je prends tout. Enfin, je demande vraiment à mon équipe, vous me faites savoir tout ce qui se passe. Je suis pas obsédée par ça, hein, mais j'essaie quand même de voir les retours. Et par exemple, là, mon disque Beethoven, je suis un peu déçue parce qu'il n'a pas, c'est pratiquement un coup d'épée dans l'eau. C'est comme s'il n'était pas sorti. Donc, je me dis, mais bon, c'est un disque qui nous a vraiment, Nicolas Sanguelli chez moi, énormément. Pianiste, concerto numéro 4, on a investi beaucoup de nous-mêmes dessus. Et alors vous dites quoi ? Alors allez-y quoi. Dites du mal si vous voulez, mais dites quelque chose.
Quelle image vous avez de votre public ? Une bonne image. Voilà, j'aime bien parce que d'abord, vous savez aussi avec les réseaux, on peut que communiquer avec son public, ça devient très sympa. Et puis, comme on a quand même des places fortes, on a joué beaucoup à la Philharmonie, qui nous a beaucoup soutenus depuis l'époque d'Accentus jusqu'au début d'Insular Orchestra. On est aussi... Accentus est en résidence à l'Opéra de Rouen-Normandie, donc on a aussi une famille de public là. Maintenant, on joue dans les Hauts-de-Seine, c'est formidable. Je suis aussi artiste associé à Aix-en-Provence. Donc, ce que j'aime par-dessus tout, c'est des endroits où on a commencé à créer un lien. Et du coup, les gens d'abord font confiance, ils viennent un peu les yeux fermés au programme parce qu'ils savent un petit peu dans quel type d'énergie vous voulez les conduire. Et puis, vous commencez à les voir backstage, et puis vous commencez il y a des dédicaces, vous les reconnaissez, etc. Donc ça c'est très sympa. Et c'est comme une famille, finalement. Et puis en Europe, on commence aussi à avoir des places fortes. Là, je retourne à Bâle régulièrement. On va peut-être retourner à New York à nouveau. Alors, New York, c'était un premier contact avec les Américains. C'était inouï parce qu'ils sont très réactifs par rapport aux Français. Ils sont incroyablement vivants, quoi. C'est marrant, alors que le Français est plus concentré. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup. Et en fait, si on travaille autant, c'est pour ce moment de partage avec le public. C'est à la fois pour restaurer des œuvres. Ça, c'est important, hein, que les œuvres vivent. Bien sûr, elle doit vivre en tant que telle, mais... Et vous prenez plaisir aussi en répétition ? Oui. Parce qu'il y a des gens qui aiment répéter, d'autres pas. Oui, oui, moi j'aime beaucoup le temps des répéter. répétitions vous plaît ? Ouais, j'aime beaucoup répéter parce que c'est là où on peaufine, c'est là où on fait les expériences. On va même parfois plus loin que ce qu'on peut aller au concert parce qu'on prend des risques, etc. Donc, non, j'aime bien cette période. J'aime bien la période de la production. Et puis, on parlait de ce qu'il fallait dire aux musiciens ou pas. Un des travaux principaux que je fais, et c'est aussi ça, j'étais inspirée par Morton Feldman, qui est un compositeur américain. Oui. Et un jour, il a écrit une œuvre qui s'appelle Roscoe Chapel, en hommage aux peintres Roscoe, qui sont dans une chapelle aux États-Unis. Et on lui dit, mais les gens ne comprenaient pas grand-chose à cette pièce. On dit, expliquez-nous votre pièce. Alors il dit, c'est pas compliqué. Et il y a un texte de lui qui est assez brillant là-dessus. Il dit finalement, la musique, c'est pas compliqué, ma musique. Vous avez des périodes incantatoires, vous avez des points immobiles et vous avez des lignes de fuite. Voilà. Il dit ça et on s'aperçoit que cette grille d'interprétation, elle fonctionne avec pratiquement tout l'art, toute la musique. C'est-à-dire les moments incantatoires, moi j'adore cette expression parce que ça veut dire les moments un peu expressifs où vous allez vouloir donner quelque chose. Voilà. Et puis il y a d'autres moments où tout d'un coup il y a une forme d'arrêt sur image et ça c'est très important aussi au niveau énergétique parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent dans la musique. Et puis ces lignes de fuite, c'est ce qu'on appelle plus dans le langage d'analyse musicale, les codas ou parfois les Allemands appellent ça le développement terminal. Alors ça fait un peu cancéreux, mais bon, c'est ces périodes où on a déjà tout dit, mais on va quand même encore dire quelque chose. Et ça c'est très intéressant, je trouve. Et c'est vrai que récemment, je cherchais des choses sur les symphonies de Beethoven. Je suis tombée sur une interview de Franz Bruggen. Et le journaliste, ça fait un peu flop parce qu'il dit, Bruggen dit, non, mais on ne peut pas parler de la musique. Vous savez, la musique, c'est comme un jeu d'échecs. Il n'y a rien à dire. Bon. Fin du film. Et effectivement, voilà, donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop non plus psychologiser ou théâtraliser l'interprétation, parce que parfois on peut être totalement à côté, et que c'est quelque chose de parfois beaucoup plus abstrait que ça, et qui est plus sur l'énergie en fait. Alors, vous avez été auréolé de nombreux prix et décorations. Vous êtes officier de la Légion d'honneur, vous êtes commandeur des arts et des lettres, officier de l'Ordre national du mérite. Vous avez, avec Accentus, remporté 3 victoires de la musique, été élu aussi par le syndicat de la critique internationale musicienne de l'année en 2000. En 2003 aussi, vous avez eu un prix. Donc voilà, vous êtes très, très décoré. Est-ce que vous êtes sensible aux prix, aux récompenses? Est-ce que ça compte pour vous, Florence Equilbey? Écoutez, c'est toujours agréable ces moments-là parce qu'il y a des remises de décorations et on en profite aussi pour remercier tous les gens qui vous aident, y compris les partenaires publics, les partenaires privés. Et c'est des moments importants. Vous pouvez dire aussi
passer des messages. C'est pas spécialement flatteur, moi, quoique on est toujours content d'avoir des décorations. C'est surtout des distinctions dans la musique aussi qui sont importantes. Moi, j'aimerais bien avoir le prix du Japon parce qu'en plus, il est bien doté. Non, je rigole. Qu'est-ce que c'est le prix du Japon? Oh, il est parfois donné à des compositeurs. Je sais pas si ça rend. C'est l'empereur du Japon lui-même qui le remet. En tout cas, oui, moi j'aime bien ces moments solennels. La dernière fois, c'était à l'Élysée, donc c'était vraiment assez touchant de pouvoir échanger sur nos valeurs, je parle souvent de valeurs, mais c'est vrai que c'est des guides dans la vie. Donc quand on reçoit des prix, on en profite pour faire des petits points d'étape. Est-ce que la question de la postérité se pose-t-elle pour vous? Est-ce que ça vous travaille? Oui, je réponds oui. Oui, beaucoup. Enfin, non pas que j'ai envie de laisser passer une trace, j'imagine qu'on a tous envie de se dire que notre vie a servi à quelque chose. Alors justement, en ce moment, enfin, moi, je travaille à structurer. Je crois qu'Accentus va probablement devenir un centre national d'art vocal, comme j'espère d'autres après lui. Mais j'ai pu, en auditant moi-même ma structure et en auditant mes projets en général, réaliser quelque chose que vous avez la production artistique, donc ça, tout le monde comprend ce que ça peut être, un volet pédagogique, transmission, d'inclusion qui peut être très très important aussi. Et je pense qu'il y a un troisième pilier qui est très important aussi dans une structure, une compagnie, notamment si elle a des moyens publics, c'est le partage de ressources. Donc je crois que dès l'instant qu'on a des moyens publics et qu'on fabrique des ressources scientifiques, des ressources autour des projets qu'on peut développer, il faut savoir les rendre scientifiques, ces ressources, les partager via des portails numériques, etc. Et donc, j'ai créé un centre de ressources pour Accentus qui est ouvert à toute la population amateur, professionnelle ou étudiante. Je voudrais faire pareil pour Insular Orchestra. Et ça va avec la postérité, parce que je pense qu'à partir du moment où un foyer artistique a pu créer ses propres ressources et les partager, à ce moment-là, toute la technicité, toute la tradition qu'à un moment T, cet ensemble a pu créer, ne peut plus perdurer, perdre, ne peut qu'évoluer, bien sûr. Et ça, moi je recommande ça, et je pense que toute politique publique maintenant devrait vraiment, dans les compagnies aidées par l'État et les institutions publiques, avoir une forme de modèle, alors qu'il ne soit pas trop rigide pour que chacun ait sa souplesse, mais en tout cas des principes clairs. Et dans le partage de ressources, je pense que c'est fondamental pour la postérité. Les disques sont très importants parce que vous laissez une trace et vous laissez vraiment un esprit. On a parlé de Karajan tout à l'heure, mais on sait combien les enregistrements d'Harnoncourt ont marqué, beaucoup d'enregistrements ont marqué. Chacun, moi c'est pour ça que j'ai fait aussi le Beethoven avec Angelich, parce que je pense que c'était aussi, il y a très peu de Beethoven sur instrument d'époque, avec ce piano qui est un compromis, comme on a dit, un tout petit peu plus tardif que Beethoven, mais quand même qui est plus proche de cette couleur beethovenienne. Je pense qu'il marque, non pas, il n'y a pas un avant, un après, qui est d'ailleurs une expression idiote, mais parce qu'il y a toujours un avant, un après de quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce disque, on l'a fait parce qu'on pensait avoir quelque chose à dire dans l'histoire de la discographie, et que ça crée une forme de postérité. Mais voilà, donc je travaille beaucoup dans ce sens pour que tout ce qu'on a fait, notamment en tout cas pour l'art vocal, servent à quelque chose. Et pour Insula, toutes les recherches qu'on peut faire, et on a pu en parler sur notamment les patrimoines féminins, laissent des traces. Une dernière question pour avant de clore votre masterclass, Laurence Equilbé. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à celles et ceux qui souhaitent devenir chef d'orchestre? Moi, j'ai un conseil souvent que je donne, mais ça peut être pour les chefs, comme ça peut être aussi pour d'autres professions. Je dis souvent que sauf un accident grave ou quelque chose de dramatique dans votre vie, on arrive toujours quelques mètres de là où on se projette. Donc, c'est-à-dire, il faut rêver sa vie, la projeter. Parfois, on fait les mauvais choix, mais voilà. Donc, si vous voulez aller quelque part... Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi c'est pas toi qui dirige ?» Je lui dis « Parce que c'est lui. » C'est-à-dire que si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, c'est que vous n'avez pas voulu y aller, ou etc. Enfin, je déteste les gens aigris. On a tous un peu d'aigreur parfois, parce qu'on a des regrets, on dit « Ah, ça, nanana. » Mais il faut se dire que si on est là, c'est parce qu'on n'est pas ailleurs, et c'est parce qu'on a voulu ça. Donc, le conseil, c'est ça, savoir bien se projeter,
Et le conseil aussi, c'est il faut aussi la notion d'effort, qui est toujours une notion avec laquelle j'ai eu toujours du mal, parce qu'on dit on fait beaucoup d'efforts dans nos vies, à quoi ça sert, etc. Il faut quand même, j'aime bien cette petite blague, c'est où est-ce que le succès est avant travail? Dans le dictionnaire. Merci beaucoup Laurence Equilvé d'avoir accepté notre invitation à cette masterclass. Merci beaucoup.